Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, sur le plateau d'Al-Mouati, nous avons avec nous le député bruxellois, Monsieur Dominique Lotens. Monsieur Dominique Lotens, bienvenue. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Je peux d'ailleurs vous dire que c'est vraiment agréable d'être votre invité. Merci. Parce que je constate que les médias en général ne sont pas toujours si objectifs et n'ont pas toujours cette déontologie d'un journalisme objectif. Donc je suis très heureux d'être votre invité. Et vous voulez aussi préciser que vous êtes néerlandophone. Oui. Nederlandse taal. En u spreekt gewoon Nederlands, denk ik. Oui, een beetje Frans. Normaal spreek Voilà. ik Nederlands, oui, Ok. tout à fait. Je suis donc néerlandophone, ma langue maternelle c'est le néerlandais. Oui. Et donc je veux quand même un peu m'excuser vis-à-vis du spectateur si jamais il faut que je cherche un mot ou bien je cherche aussi d'avoir et de trouver toujours les bonnes nuances. On va chercher ensemble. Voilà, c'est Parfait. ça qu'on va faire. Merci. On va commencer par la toute première question et donc on va essayer de savoir des choses sur votre parti. Parlez-nous un peu du parti du Vlaams Belang. C'est qui, c'est quoi, quels sont les objectifs du parti, etc. Bon, je vais essayer de le faire plutôt en bref, parce Oui. que là, on peut en parler pendant des heures. Hein. Tout à Mais c'est-à-dire le Vlaams Belang, c'est un parti nationaliste flamand qui a pour premier point de programme, peut-être, je peux bien le dire, une indépendance de la Flandre avec Bruxelles comme capitale, parce qu'on trouve que chaque peuple doit avoir le droit de décider pour soi-même et gouverner soi-même. Donc là, on voit que la Flandre, avec Bruxelles y compris, c'est une entité géographique et culturelle unique, et donc on veut une indépendance pour ce parti du pays. De l'autre côté, on est un parti qui veut défendre notre identité culturelle, notre identité linguistique, notre identité en ce qui concerne les traditions et les valeurs, parce qu'on voit dans un monde aujourd'hui, un monde globalisé, que les identités, les cultures sont en danger. Donc, il est très important qu'il y aurait un mouvement, un parti politique aussi, qui défend les identités et les cultures qui sont propres à notre peuple. Et puis, comme on veut défendre l'identité et la culture, on veut aussi défendre l'intégrité de chaque personne, ce qui veut dire qu'on lutte pour une sécurité et qu'on veut battre toute insécurité, toute criminalité qui règne parfois dans nos rues, et je pense que Bruxelles en est un exemple, malheureusement. Et comment vous voyez l'évolution de votre projet plutôt vers le positivisme ou soit alors à l'inverse, ça digresse? Je suis très positive. Vous savez, en politique, il y a toujours des hauts et des bas. Et je m'en suis conscient que mon parti a eu des moments où on était on connaissait plus de succès, aussi à Bruxelles, enfin en Flandre tout entière, c'était le cas. Et maintenant, quand on voit les résultats des dernières élections, c'était un peu moins. 2014, c'est ça? 2014, oui, Ouais. c'était un peu moins, mais on constate que quand on voit les sondages, on voit qu'on est de nouveau dans un bon élan. Et je constate aussi que dans les autres pays d'Europe, les partis qui sont similaires à nôtre, les partis avec lesquels on travaille ensemble, et je pense au FPE en Autriche, je pense au PVV de Geert Wilders aux Pays-Bas, mais je pense aussi surtout au Front National de Marine Le Pen en France, que tous ces partis en Europe sont à l'avance, qui connaissent des succès justement parce que les gens constatent, les gens voient que leur identité est menacée. Et donc, qu'il y a ces partis-là, ces partis politiques-là, qui sont justement là pour les défendre. Ouais, okay. Donc, ça, c'est un point de cette médaille, mais de l'autre côté, on constate aussi
que les autres partis politiques, les partis traditionnels, reprennent systématiquement des points du programme de notre parti. Quand on voit, par exemple, le discours du Socialistische Partij, le discours d'il y a 10 ans, et on compare avec les discours du Socialistische Partij aujourd'hui, on va constater que beaucoup de points du programme du Vlaams Belang sont repris, ils sont aujourd'hui dans leur par programme. Par exemple, en ce qui concerne l'immigration, par exemple. À l'époque, c'était un discours de porte ouverte, et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus vigilants en ce qui concerne la politique vis-à-vis les asylants. De l'asile et l'immigration. Voilà, okay. Justement. Justement, vous avez parlé tout à l'heure de l'insécurité. Différents incidents survenus au cours de ces derniers mois montrent que Bruxelles est devenue une plate tournante du djihadisme international et du terrorisme. La région bruxelloise, vu que vous êtes député bruxellois, la région bruxelloise a-t-il les compétences nécessaires pour agir contre le radicalisme, justement ? La première question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a une volonté politique de le faire ? S'il n'y a pas de volonté politique, avoir les compétences, ça n'a même pas de sens. Et moi, j'ai un peu peur que chaque fois où il arrive quelque chose de certaine ampleur, les attentats qu'on a connus à Paris, les attentats qu'on a connus malheureusement ici à Bruxelles, les attentats de Londres, chaque fois, on est là pour prendre une minute de silence, on va déposer des fleurs, il y a même des monuments qui sont... Voilà, c'est très bon tout cela. C'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant, il n'y a pas d'action politique parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment la volonté politique et l'accord entre les partis traditionnels de faire quelque chose de réel. Premier élément. Deuxième élément, effectivement, il y a des compétences. Il y a des compétences. La région bruxelloise est compétente pour la coordination de la politique en matière de sécurité. Et on attend depuis la 6e réforme d'État, au moment où la région a obtenu ces compétences, on attend depuis lors pour un plan de sécurité régional. Ce n'est toujours pas là. Donc, même où on a les compétences, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui va dans la bonne Justement, direction. pour le Vlaams Belang, quel serait le degré de participation ou d'action directe pour justement stimuler le gouvernement? Vous avez fait des propositions, mené des... Effectivement, et j'essaie toujours d'interpeller dans le Parlement bruxellois. Et là aussi, malheureusement, je constate que quand j'ai des interpellations introduites, la semaine passée encore, vendredi passé, j'avais introduite une question sur la matière, et on refuse le débat, on refuse les questions. Donc je me pose la question, est-ce qu'on va si loin qu'on ne veut pas, même pas débattre la matière, qu'on ne veut même pas discuter de la matière? Dans la commission de l'Intérieur, il y a eu la demande de la présidente de la commission même, de Mme Milquet, d'avoir une réflexion sur les conclusions de la commission au Parlement fédéral, la commission qui a discuté depuis un an déjà sur les attentats de 22 mars l'année passée. Donc on veut au Parlement une discussion, enfin c'était la présidente qui voulait une discussion sur cette matière pour débattre sur la conclusion, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau régional bruxellois. Et tout de suite, il y a des partis politiques, entre autres le Parti socialiste et le Socialistische Partij, qui refusent tout débat en la matière. Je me pose la question, quelle est la raison? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas débattre ces matières-là? Il y a une nécessité d'avoir un changement d'avis pour
en tirer les bonnes conclusions et pour justement mettre en marche une politique qui vise à éviter que ça se passe encore. Et vous avez l'impression que le Vlaams Belang n'est pas écouté? Ce n'est pas seulement le Vlaams Belang. C'est vrai qu'on essaie d'étouffer chaque débat qui pourrait être, comment dirais-je, intéressant, entre guillemets, pour mon parti, mais je constate que ce n'est pas uniquement le Vlaams Belang qu'on veut bloquer, c'est vraiment chaque débat sur ces matières-là qui sont quand même assez importantes pour notre région, pour la population bruxelloise. La Sûreté de l'État estime le total des détenus sensibles à la radicalisation, plus ou moins 450 détenus. À mesure que l'heure de la libération approche, pour plusieurs de ces détenus, la nervosité augmente aussi du côté de la Sûreté de l'État. Parmi les 82 condamnés, au moins 9 doivent quitter la prison. Ils vont être libérés dans le courant de cette année. Ça vous inquiète? Ça nous inquiète évidemment, mais on ne peut pas se fixer uniquement sur le problème des détenus, même si c'est si grave comme vous le dites. Il y a aussi dans notre société, en dehors de la prison, il y a le même problème et peut-être encore beaucoup plus fort, qu'il y a énormément de gens qui sont radicalisés, qui sont en liberté dans nos rues et qui, évidemment, la sûreté d'État n'est pas en nombre, n'a pas les moyens, n'a pas les possibilités de suivre chacun et chacune qui peut être dangereux pour notre société. En plus, quand je constate qu'on reprend des gens dangereux, comme ça s'est passé il y a quelques semaines avec celui qui a été arrêté à Anvers avec les armes dans sa voiture. Il avait été pris aux Pays-Bas, on l'a libéré. Il avait été pris ici, dans notre pays. Il a été libéré. Et lui, il n'avait rien à voir avec le terrorisme. Ça, c'est pas encore confirmé. C'est pas sûr. C'est pas confirmé, mais il n'y a pas de contradiction non plus. Mais on laisse en liberté des gens pareils pendant qu'on sache qu'ils sont dangereux. On leur donne l'ordre de quitter le pays, mais il n'y a plus personne qui suit et qui voit ce qui se passe avec ces gens-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis? Il faut avoir des accords avec les pays d'origine de ces gens et il faut les expulser immédiatement. Mais je pense que Yann Bonne travaille sur ce genre de mécanisme avec des pays comme l'Algérie, le Maroc. Oui, mais je constate que jusqu'ici, on en parle, mais jusqu'ici, il n'y a rien qui a été décidé, j'ai l'impression. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça doit prendre autant de temps pour prendre les bonnes décisions et prendre les bonnes mesures. Donc, à mon avis, il faut expulser ces gens. Deuxièmement, il faut fermer les frontières. Ça n'a pas de sens d'expulser quelqu'un et de l'autre côté de laisser la porte ouverte pour que tout le monde puisse entrer sans sonner. Les frontières au niveau de l'Europe ou les frontières au niveau de la Belgique? Les deux. Il faut faire les deux. Il faut fermer les frontières belgiques, il faut contrôler celui qui entre, comme moi je le fais à la maison d'ailleurs. Il faut sonner et je vois qui c'est. Et quand c'est quelqu'un que je veux laisser entrer, je le laisse entrer. Sinon, je n'ouvre pas la porte. Donc, c'est la même chose qu'il faut faire avec notre pays et en général avec l'Europe. Il faut effectivement fermer la porte. On a le problème des asylants qui viennent en masse vers l'Europe. On les laisse entrer. Là-dedans aussi, il y a des gens qui sont... Les demandeurs d'asile, selon la Convention de Genève 1951, ils ont le droit de demander l'asile ici s'ils sont, disons... pas en sécurité dans leur pays d'origine. Oui, mais il faut voir que la Convention de Genève, c'est quelque chose qui a été conçu pour l'individu. Maintenant, on ne parle plus des individus, on parle des masses. Donc, la Convention de Genève n'a pas été conçue pour la situation qu'on connaît aujourd'hui. Effectivement, il faut revoir tout cela. En plus,
quand il y a des gens qui sont en danger, vraiment, qui sont vraiment des asylants, qui sont en danger à cause de guerre, à cause des situations politiques, il faut les accueillir, non pas ici, mais dans les pays qui sont avoisinants de leur pays d'origine, pour qu'ils puissent être accueillis dans la même culture, dans les mêmes langues et tout cela. Donc il ne faut pas les laisser venir par ici, c'est augmenter les problèmes au lieu de les résoudre. Et quel regard portez-vous sur l'avenir de la région de Bruxelles, vu que ici vous parlez de limitation des migrations, soit de fermer les... Alors que dans quelques années, on aura plus ou moins 50% d'immigration musulmane. Oui, je pense que ça peut être quelque chose de problématique, parce que mon parti a toujours averti, il y a 40 ans, on a déjà averti pour une immigration illimitée, une immigration incontrôlée. Je sais très bien qu'il y a des gens qui sont venus vers notre pays pour venir y travailler, pour trouver un nouveau futur. Aucun problème. Mais après les années 70, les années 80, une vraie vague d'immigration s'est mise en route. Une vague d'immigration incontrôlée. Ce qui a fait que dans certaines communes, dans certains quartiers de notre ville, les gens issus d'immigration sont tellement nombreux qu'il n'y a plus une nécessité de s'adapter au pays qui leur accueille. Donc, ils forment une société, dirais-je, dans la société. Donc on a une situation où il y a une situation multiculturelle qui a été applaudie par beaucoup de mes collègues politiques des partis traditionnels. Une situation multiculturelle où les cultures vivent non pas ensemble, mais l'un à côté de l'autre. Ce qui n'est pas une bonne situation pour avoir une société agréable, une société où il est bon vivre. Justement, je vais vous poser une question dans ce sens-là. Quelles seraient aujourd'hui les clés du vivre ensemble entre communautés? Vous parlez du vivre ensemble. Vous dites qu'il n'y a pas de vivre ensemble. Il y a plus les gens qui habitent les uns à côté des autres. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire justement pour que ce vivre ensemble soit vraiment observable et vérifiable, réussi? Tout d'abord, il faut être honnête et il faut le dire et avouer qu'on est déjà dans une situation assez mauvaise en ce qui concerne ce problème-là. Il y a déjà des communes où il y a vraiment des sociétés dans notre société où c'est chacun pour soi, dirais-je. Donc, ce n'est pas facile de tourner cette situation et d'améliorer ce problématique. Mais il faut qu'on exige à chacun et chacune qu'on s'adapte à nos valeurs, qu'on s'adapte à nos règles, à nos lois, qu'on ait du respect pour notre culture, pour notre façon de vivre, pour notre histoire. Ça, c'est le début. C'est le début, qu'on puisse partir de là-bas. Donc, à mon avis, il y a là un grand travail pour les pères et mères de familles issues d'immigration, mais aussi il y a un grand travail à faire dans les écoles. Ce qu'on fait aujourd'hui, de trop, je trouve, c'est que les écoles s'adaptent à une présence des gens issus d'immigration, au lieu de faire l'inverse, au lieu d'exiger que ceux qui sont ici dans notre pays, qui sont accueillis ici, qu'ils s'adaptent à notre système de vivre, à notre enseignement, à nos règlements, à nos traditions, etc. Voilà, donc à mon avis, il faut que... je ne vais pas dire que ça ne se passe pas, jamais, mais en général, il faut un effort plus grand des gens issus d'immigration, un effort plus grand pour s'adapter, pour s'intégrer, pour se mettre dans notre société. Et
je constate parfois qu'il n'y a pas une loyauté vis-à-vis de notre pays et nos peuples. Donc le Vlaams Belang est pour en fait une immigration qui respecte les lois, les règles et les limites dans ce pays. Oui, mais je dirais, au point où on est venu aujourd'hui, nous ne sommes plus pour une immigration, nous sommes contre une immigration. Il faut vraiment un stop d'immigration. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'on arrête à faire venir des gens dans notre pays. Il y a un chômage énorme. Quand on voit les chiffres à Bruxelles, on est entre 22, 23% de gens des gens actifs qui sont dans le chômage. Donc je ne vois pas pourquoi on va encore faire venir des autres gens en plus. Donc les gens qui sont là, qui suivent les règles, qui travaillent, qui paient leurs taxes, sont enfin victimes d'une immigration illimitée et d'une immigration abusive, comme ça existe aussi. Hein. Il faut pas oublier qu'à Bruxelles, on a au minimum, c'est toujours difficile de mettre des chiffres dessus, comme on parle d'illégalité, mais il y a au minimum 100 000 illégaux dans notre ville. Et ces gens-là aussi, ils vont au CPAS, ils vont dans nos hôpitaux et autres. Donc ça doit être payé par les gens qui travaillent, qui sont honnêtes, qui paient leurs impôts. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde, je pense, de mettre fin à l'immigration par direct. Okay. Dominique Lotens, quelles sont les questions auxquelles le gouvernement fédéral doit accorder plus d'importance et pour quelles raisons? Justement, hein, on en parle de l'immigration, le problème des asylants. Hein. On sait très bien que c'est un problème au niveau européen, où chaque pays doit prendre ses responsabilités. Au lieu de faire l'inverse qu'on fait aujourd'hui, je constate que Franken, le secrétaire d'État, et autres prennent leur parapluie pour dire « Ah, c'est pas nous, c'est l'Europe qui nous interdit de faire cela ou qui nous oblige de faire l'autre ». Je ne suis pas d'accord avec cela. Tout le monde doit prendre ses responsabilités pour sa population. Et je constate que la Hongrie, la Pologne, par exemple, sont aussi des pays qui sont dans l'Union européenne. Et là, on prend des mesures, on fait ce qu'il faut faire dans l'intérêt de la population respective polonaise, hongroise. Donc il faudrait faire ici la même chose, prendre les mesures qui sont nécessaires au niveau de la politique d'asile, au niveau de la politique d'immigration. Donc ce qui fait Franken pour l'instant n'est pas suffisant pour vous, malgré qu'il est très sévère par rapport à ses décisions et ses engagements vis-à-vis de l'immigration. Non, ce qu'il fait, c'est prendre quelques mesures symboliques qui sont très bien et très sympas. Une stratégie, à votre avis? Stratégie qui est dans les yeux, mais entre-temps, il y a les chiffres, la réalité qui est derrière, qui est tout Et pourquoi il fait ça, à votre avis? Pourquoi il mène ce genre de stratégie? Il veut donner une image, une impression qu'il travaille bien vis-à-vis de ses électeurs. Il ne faut pas oublier que beaucoup de ses électeurs sont venus du Vlaams Belang. Donc il veut donner une image d'un parti politique qui fait ce qu'ils ont promis aux élections 2014. Donc il y a quelques dossiers de symboles, par exemple le symbole du visa de la famille syrienne. Oui. Mais de l'autre côté, quand on voit les chiffres qui sont derrière toute cette cinéma, je dirais, quand on voit les chiffres de la réalité, c'est autre chose. On constate qu'il y a plus d'immigrés qui entrent la Belgique
que dans l'époque de Elio Di Rupo. Donc ça veut dire quand même quelque chose. Hein. Donc, vous, le Vlaams Belang, vous aurez plus de facilité de faire les choses autrement. Oui, et de passer à l'action. Ça veut dire que vous allez vraiment obtenir des résultats plus importants que celles de Franken actuellement. Effectivement, oui, c'est le but. Et là, il n'y a pas de parapluie. Il faut vraiment prendre sa responsabilité pour sa population au lieu de se cacher derrière une façade européenne. Voilà. Justement, parlons de l'immigration. On a beaucoup parlé d'immigration. Quelles seraient ainsi, toujours selon vous, les priorités à appliquer dans le cadre de l'immigration, sachant que votre parti est quelqu'un qui s'oppose radicalement à la régularisation, par exemple, des sans-papiers? Oui, donc oui, en ce qui concerne les sans-papiers, effectivement, je trouve qu'il ne faut pas... C'est terminé. Il faut... C'est terminé, il ne faut plus donner de régularisation. Sans-papiers, il faut pas les... Comment dirais-je, les rémunérer pour le fait qu'ils ont fait quelque chose d'illégal. Il ne faut pas payer quelqu'un pour qu'il ait donné quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc l'illégalité, c'est l'illégalité. Il ne faut pas lui donner les papiers alors qu'il est dans une situation illégale en Belgique. Effectivement. Voilà. Donc au contraire, il faut vraiment les répatrier. C'est tout clair, c'est très net. Illégal, c'est illégal. Il faut un stop d'immigration. On parle beaucoup de regroupement familial. Je ne suis pas contre, mais dans le pays d'origine. Parce que sinon, il y a un flux migratoire qui continue, qui recommence chaque jour et chaque jour. On a fait des efforts dans ce pays. Des efforts qui ont coûté des millions, des milliards d'euros pour que l'intégration d'immigrés réussisse. C'est la faillite totale, mais c'est normal. Parce que quand on a donné des cours de néerlandais, des cours de français à un immigré, le lendemain, il y a un autre qui arrive. Donc ça continue. On ne s'est jamais attrapé ça, donc il faut... On ne sait pas contrôler, c'est ça. C'est incontrôlable, exactement. Donc, regroupement familial, oui, mais dans le pays d'origine. Donc il faut vraiment un stop total d'immigration. En plus, ces gens-là qui sont ici et qui ont commis des délits, par exemple, des délits d'un certain niveau, il faut avoir les possibilités, les possibilités sont là, ils sont dans nos lois belges. Il faut les activer. Il faut les activer pour repatrier ces gens-là dans leur pays d'origine. Donc il faut vraiment être plus ferme, plus strict. Là aussi, dans l'intérêt de chacun. Il n'y a personne qui en a intérêt d'avoir des délinquants dans nos rues, des délinquants ici. Donc s'il y a des gens qui abusent qui abusent, dirais-je, l'hospitalité qui a donné notre pays par des délits criminels, il faut les expulser, c'est clair et net. Quelle est votre conception de la laïcité en Belgique? Pardon? Votre conception de la laïcité en Belgique? C'est quoi être laïque pour vous en Belgique? Oui, moi je trouve que quand on parle de nouveau d'immigration, on est toujours là-dedans un peu. Quand on parle de l'islam, par exemple, moi je suis pour qu'on retire la reconnaissance de l'islam. Dans la Constitution? C'est pas constitutionnel, mais bon... C'est la Constitution reconnaît l'islam en Belgique. Non, je suis pas contre la liberté de religion. Oui. Ça, c'est dans la Constitution. Oui. Je suis pour. Je suis pour la liberté de religion. Évidemment, peut avoir sa religion à lui. Mais de l'autre côté, il y a une reconnaissance de l'islam comme religion reconnue dans notre pays. Et là, je suis contre. Parce que je trouve que en général, dans l'islam, il y a certaines contradictions avec nos valeurs, nos traditions. J'ai l'impression que pour le moment, en tout cas, l'islam n'est pas compatible avec nos valeurs européennes. Je ne suis pas le seul à le dire. Je constate que Guy Verhofstadt, notre ancien ministre libéral,
Premier lui ministre. aussi, Premier ministre libéral, oui, qui lui aussi l'avait marqué dans son premier Bürgermanifest. Donc là, il se pose un problème. Donc, quelqu'un veut être musulman, aucun problème, dans son privé, mais je trouve que c'est pas à notre société de financer l'islam. Le culte musulman. Voilà, exactement. En ce qui concerne, par exemple, la religion catholique, c'est autre chose, parce que là, il y a pas tout le monde connaît l'histoire, mais ça a des fonds historiques qui datent depuis la Révolution française. Après la Révolution française, il y a eu des répercussions qui ont fait que la religion catholique a été reconnue et que les gens, les prêtres sont financés par l'État. Voilà. Donc il y a une différence entre les deux. Donc vous êtes pour le financement d'un culte et pas d'un autre. Parce que ça, justement, ça a des raisons historiques. Ouais. Est-ce que je suis pour que la religion soit financée? Je constate uniquement qu'il y a une certaine raison historique pour financer la religion catholique dans notre pays. C'est ça que je veux dire. Ok. Quel est votre avis de voir se créer de nouveaux établissements, justement, musulmans, ici à Bruxelles? Pour certains, c'est pour donner plus de place aux élèves qui portent le voile. Bon, là de nouveau, je n'ai aucun problème avec la liberté de religion qui est dans la Constitution. De l'autre côté, quand je constate que, par exemple, dans ma commune, à Jette, on a l'idée d'y implanter une hyper-mosquée, un méga-mosquée qui est énorme, avec une salle de fête dedans, bibliothèque dedans, salle de sport dedans, des logements dedans, sur 5 étages, quelque chose qui coûtera 5 millions d'euros. Là, j'ai des problèmes. Je le dis comme je le pense, j'ai des problèmes, surtout quand ça se retrouve dans un quartier d'habitation. Donc, à mon avis, mais on est en train de rechercher cela, cette implantation de mosquées est inacceptable selon le plan régional d'affectation du sol, puisque c'est une habitation, une zone d'habitation. Donc là déjà, il pose un problème. Mais en dehors de cela, je pense que ça pose des problèmes de tout genre. De tout genre, ça pose d'abord le problème de parking, de bruit, de trafic, de tout. Mais de l'autre côté, il y a un autre aspect. Il y a aussi l'aspect, est-ce que c'est de nouveau contrôlable? Est-ce qu'on sait ce qui se passe dans tous ces mosquées? Est-ce qu'on sait ce qu'on dit dans tous ces mosquées? Est-ce que c'est contrôlé? Parce qu'on sait quand le bourgmestre socialiste de Bruxelles, Mayer, il vient de dire que tous les mosquées à Bruxelles sont des mosquées salafistes. Alors, si c'est le cas, si c'est vrai, c'est le point où je voulais poser une question au Parlement vendredi passé, et je ne pouvais pas. Mais si c'est la réalité, si c'est vrai, il se pose vraiment un problème réel. Lui, il veut résoudre le problème par contrôler tous ces mosquées, par les financer. Je ne suis pas pour, je l'ai dit. Moi, je suis pour le contrôle de ce qui se passe dans tous ces mosquées. Mais il faut éviter qu'il y a des nouveaux mosquées qui viennent d'ici et là, sans qu'on puisse déjà contrôler les autres, sans qu'on sait ce qui se passe dans les autres. Donc, c'est le début, je pense, contrôler, savoir ce qui se passe dans les mosquées qui existent avant qu'on parle d'en construire des nouveaux. Oui, et ici ma question en fait était sur les écoles. Les écoles... de Coran. Non, pas les écoles de Coran. Les écoles pour les filles voilées. Oui. Il y a 3 écoles déjà. Il y a Al-Ghazali et d'autres ici à Bruxelles qui sont des écoles reconnues, des établissements scolaires normaux. Et l'idée ici, c'est qu'il y a des personnes qui se mobilisent justement pour avoir beaucoup plus d'écoles pour permettre à des filles voilées de pouvoir aller à l'école. Oui, je pense que là, c'est marcher à l'arrière, vraiment, parce que
on en a parlé, si on veut vivre ensemble dans une société qui est vivable, il faut que les gens issus d'immigration s'inscrivent dans notre société et non pas qu'ils créent une société à part entière. C'est ça qu'il faut vraiment éviter. Je pense que ce n'est pas une bonne idée, qu'il faut vraiment éviter cela, parce que là, on vient dans un système d'apartheid. Apartheid, comme en Afrique du Sud, c'est quand même pas ça qu'on veut, je pense, ici dans notre ville. Brièvement, quelle serait votre définition ou la définition du concept de la citoyenneté active? Et c'est un concept applicable à tous. Citoyenneté active, si je comprends bien, c'est que chaque citoyen prenne ses responsabilités pour établir une société qui marche et qui tourne. Citoyen actif, c'est celui qui s'investit, qui travaille, qui fait des efforts pour l'intérêt général, etc. Est-ce que c'est applicable pour tous? J'espère que oui. Je constate malheureusement que non, que ça ne fonctionne toujours pas. Et dans beaucoup de cas, ça a justement à faire avec le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la société, mais qui sont à côté de notre société. Et c'est justement cela qu'il faut faire. Il faut faire l'effort pour que tout le monde s'engage pour être dans une société commune, une société qui est nôtre et qui est dans le respect de nos traditions, de nos valeurs, de notre histoire. Et c'est peut-être un effort que vous faites avec votre chaîne télévision et radio. C'est justement cela. Parler avec tout le monde, prendre des initiatives pour que tout le monde s'engage d'une façon ou d'une autre. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi je suis là, pourquoi j'ai bien accepté l'invitation d'être là, parce que c'est quand même ça qu'il faut, c'est se parler avec l'autre. Je pense qu'il y a quand même énormément d'initiatives comme la nôtre, et qu'en Belgique, il y a plus ou moins 1 million de musulmans, qu'il y a une très grande partie de ces musulmans-là qui sont très actifs. Il y a des policiers, des médecins, des avocats, effectivement, et qui travaillent justement pour cette société active, et cette citoyenneté active. Effectivement, chaque jour, il y a énormément de gens qui prouvent que c'est bien possible, de garder, si on veut, sa propre culture, si on veut sa propre religion, mais en même temps s'inscrire dans notre société, qui est la société d'accueil, et dans cette société, ils travaillent, ils sont là, ils sont présents, et ils travaillent dans la bonne direction. Justement, c'est justement pour cela que je pense qu'il faut éviter qu'il y aurait des initiatives qui visagent en effet l'inverse. Ok. L'actuel ministre-président de la région bruxelloise, Rudy Verwoerd, PS, est-il à la hauteur, selon vous? Quelle serait votre évaluation, celle de votre parti, de son travail, jusque maintenant? Jusque maintenant, je pense qu'il faut je ne vais pas le donner 0 sur 10, mais enfin, quand même pas beaucoup plus. Et je ne suis pas le seul à le dire. Je constate que les gens qui sont à la coalition de la CD1V ont dit justement la même chose. Les gens qui sont au gouvernement du CD1V et qui ont dit, voilà, M. Verwoerd manque de l'ambition. Et je pense que c'est un euphémisme pour dire que c'est le status quo. Il y a eu énormément de promesses lors de l'entrée de ce gouvernement, avec la déclaration gouvernementale 2014-2019, il y avait énormément de promesses en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne les logements sociaux, en ce qui concerne la mobilité. Mais aujourd'hui, malheureusement, le rapport aujourd'hui est négatif, 2 sur 10, je dirais 2 sur 10 au maximum. Et c'est justement pour cela que nous, de l'opposition, on essaie de les bouger, de les mettre en route pour qu'avant 2019, il y aurait quand même quelque chose de fait. Justement, quand la NVIA décline, le Vlaams Belang va mieux.
Et quand la NVA va mieux, le Vlaams Belang décline. Donc ici, le Vlaams Belang remonte considérablement dans les derniers sondages, après avoir connu une défaite électorale en 2014. Quelle est l'évaluation de tout ça? L'évaluation est assez simple en effet. Vous savez, il y a eu un cordon sanitaire autour de mon parti, un cordon sanitaire qui a été une invention des partis traditionnels, en particulier des socialistes, pour pouvoir rester au pouvoir. Quand on pouvait exclure le Vlaams Belang du pouvoir partout, eux, le Parti socialiste néerlandophone, eux, ils pouvaient rester au pouvoir partout. Donc, mais ce cordon sanitaire a donné un peu l'image aux électeurs que mon parti n'était pas capable de gouverner et donc que mon parti ne pesait pas sur la gestion politique. Alors, il y a beaucoup de nos électeurs qui ont dit, voilà, on va donner la chance à la NVA, c'est eux qui vont le faire, eux, ils ont les pouvoirs, il n'y a pas de cordon sanitaire autour de la NVA, et eux, ils vont faire ce que le Vlaams Belang ne peut pas faire. Bon, on est 3 ans plus loin, et les gens constatent de plus en plus que ce n'est pas exact, que la NVA ne tient pas ses promesses, que la NVA, là aussi, il y a la parapluie, pas la parapluie de l'Europe, mais il y a aussi la parapluie du gouvernement fédéral, où on dit, voilà, on n'est pas seul, et il y a aussi les francophones qui sont au gouvernement, on n'a pas tout à dire, et voilà. Et les gens constatent que beaucoup de promesses de la NVA ne sont pas tenues, et les gens sont déçus. Ce sont ces gens-là qui reviennent au Vlaams Belang, et en se disant, voilà, le Vlaams Belang, c'est un parti qui va de nouveau progresser, qui pèse quand même sur la gestion politique, quand on voit que les discours des autres ont changé dans les années. Le Vlaams Belang est aussi un parti qui, au plan européen, s'est travaillé ensemble avec des partis sérieux, des partis grands. Je pense à l'FPE en Autriche, je pense à PVV aux Pays-Bas et peut-être le Front National ou le Front National qui est le plus grand parti politique de la France qui sait peut-être peut livrer le président de la France dans un mois. Est-ce que le Vlaams Belang a des élus d'origine étrangère? Non, on n'en a pas pour l'instant. Il y a eu des candidats sur nos listes, ça c'est vrai, c'est sûr qu'il y a eu des candidats d'origine étrangère sur nos listes. Et vous avez des raisons de cette fermeture, de ne pas pouvoir accepter les élus d'origine étrangère? C'est pas le parti politique qui en décide, ce sont les électeurs. Ce sont les électeurs qui décident pour qui ils votent. Et ce sont les électeurs qui décident. Mais vous avez des candidats sur vos listes? On en a déjà eu, oui. Je pense que la prochaine fois, il y en a... Il y en aura encore? Oui, il n'y a pas de problème là. L'affaire Publifin, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Là, de nouveau, on constate qu'il y a des politiciens ou des partis politiques qui sont tellement longtemps au pouvoir qu'ils ont perdu tout respect pour le citoyen, pour le contribuable aussi, parce qu'il s'agit de l'argent des contribuables. Et c'est vrai, il y a des politiciens qui ont vraiment organisé un système pour s'enrichir. Il faut vraiment mettre fin à tout cela, il y a des moyens pour le faire. Il faut, et je constate que maintenant, de nouveau, parce que c'est pas nouveau, l'histoire Publifin, on a eu les mêmes histoires il y a 10 ans, on les a eues il y a 20 ans. L'affaire Augusta. Ça revient régulièrement. Et là aussi, chaque fois, c'est grande alerte, grande alarme. Il faut réagir, il faut faire quelque chose. Et on constate qu'il y a des groupes de travail qui s'organisent, où j'en suis exclu d'ailleurs. Il y a donc un groupe de travail bonne gestion au niveau... Vous ne faites pas partie de la commission? Au niveau du Parlement bruxellois.
le président du Parlement, M. Piquet, a dit, voilà, on veut vraiment avoir une unanimité pour qu'on puisse faire quelque chose. Mais la première chose qu'on fait, c'est justement exclure un groupe politique, le Vlaams Belang, le seul parti politique qui n'a jamais volé. C'est le parti politique qui, nulle part, a été volé dans les caisses du contribuable. Et justement, mon parti, qui est pur et net là-dedans, est exclu des discussions. C'est quand même un peu... Je me pose la question, là, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on ne veut pas des gens qui sont corrects là-dedans? Est-ce que c'est dangereux d'avoir des gens qui sont tout droits? Ilieu des repos a quand même lancé un cri d'alarme. Il a quand même hurlé et il attend justement les résultats de la commission pour pouvoir vraiment agir. Il y a des différentes commissions. Il y en a au niveau wallon, mais ici je parle de la région de Bruxelles, Et là, là aussi, on a des petits publics fins avec HIMP, de la Société régionale pour l'investissement. Là aussi, il y a des gens qui touchent plus que 200 000 euros par an pour ne pas faire grand-chose. C'est pas normal. En dehors de cela, ces mêmes gens sont encore échevins ou ils touchent là-bas aussi encore 100 000 euros par an. Donc ça fait 300 000 euros par an. C'est plus que le Premier ministre. Donc c'est pas normal. Donc si on veut en discuter et si on veut l'unanimité pour prendre des mesures là-dedans, il ne faut pas justement exclure le seul parti qui est propre et net à ce niveau-là. Okay. Une toute dernière question. Pourquoi le Vlaams Belang veut la fin de la Belgique? Parce que justement, on croit que chaque peuple doit avoir une souveraineté, le droit de prendre ses décisions pour soi-même. Et on est dans une situation, depuis l'existence de notre pays, on est dans une situation où les néerlandophones, les flamands dans ce pays, n'ont pas toujours eu les moyens auxquels ils ont droit. Il ne faut pas oublier qu'on a dû vraiment lutter énormément pour avoir un enseignement dans notre propre langue. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc ce n'est qu'un exemple assez sérieux et assez grave. Donc les néerlandophones étaient obligés d'aller à l'école, d'aller à l'université dans la langue française. Pour moi, c'est pas normal. Donc c'est un exemple assez fort pour montrer qu'on se trouve dans une situation qui en effet n'est pas saine. Autre exemple, c'est aujourd'hui toujours la région flamande transfère énormément d'argent, ce sont des milliards d'euros par an vers la Wallonie. Mais c'est un mécanisme qui n'est pas transparent, qui n'est pas clair, qui n'est pas correct. Donc là aussi, ce sont des raisons pour dire c'est pas normal, c'est pas une situation saine, c'est pas une situation qui peut durer. Donc pour les gens qui connaissent le modèle de la Tchéquie et la Slovaquie, là on a fait la même chose. On a décidé d'aller chacun son propre chemin, de la souveraineté pour chacun, et ça a fonctionné très bien. En sorte que même la Slovaquie, qui était dans une situation économique très difficile, est maintenant l'un des élèves les meilleurs de la classe européenne. Parce qu'ils ont été obligés justement de le faire soi-même. Est-ce que c'est faisable? Qu'est-ce qu'on fait avec Bruxelles? Là, je sais que c'est un grand problème. Qu'est-ce qu'on fait avec Bruxelles? Je trouve que Bruxelles et les Bruxellois devraient prendre leur propre choix et leur propre décision. Et j'en suis convaincu que, vu la situation économique, vu l'histoire, vu la liaison entre Bruxelles et la Flandre, liaison de tout genre, je pense que les Bruxellois vont faire le choix pour la Flandre. Parce que
Malgré Bruxelles que tout seul. linguistiquement, il y a plus de francophones. Oui, mais il y a Une beaucoup toute de, petite minorité de néerlandophones. Non. il y a beaucoup de francophones flamands, hein, Bruxelles. Ça, il ne faut pas oublier. Il y a énormément de flamands qui ont été... Il y a 135 nationalités à oui, Bruxelles. je sais, mais il y a comment dirais-je, de Belges de souche, hein, disons. Il y a beaucoup de Bruxellois qui parlent le français, mais qui sont d'origine flamande. Mais Il y en a peut-être qu'ils ne veulent pas énormément. tous séparer la Belgique. Non, mais imaginons que ça se passe quand même. Et Bruxelles devrait faire un choix. J'en suis convaincu que les Bruxellois sont assez intelligents de choisir pour le chemin possible. Et le chemin possible, c'est la Flandre, parce que tout seul, c'est pas vivable. Bruxelles n'est pas en mesure de pouvoir, du point de vue économique et financier, de le faire tout seul. La Wallonie ne va pas avoir la possibilité de prendre soin de Bruxelles. Donc il n'y a qu'un seul choix qui reste, et c'est la Flandre. Ok. Pour conclure notre agréable entretien, je vous propose de compléter ces quelques phrases. Aujourd'hui, l'homme avec un grand H devrait... L'homme avec un grand H. devrait prendre ses responsabilités, tout d'abord pour sa famille, mais aussi pour la société dans laquelle ils vivent. Il faut lutter pour une société meilleure. Pour vous, Dieu est... Pour moi, Dieu, je ne le connais pas. Pour moi, c'est une question. Être une femme, être un homme politique aujourd'hui, c'est... Ce n'est pas facile d'être un homme politique aujourd'hui. Ce n'est pas facile parce que ceux qui font leur travail d'une bonne façon, et j'espère que je suis qu'il fait bien, et il doit aussi avoir les mauvais regards des gens qui sont mécontents de la politique. Et oui, il faut avoir du courage et continuer le combat, même quand on voit qu'il n'y a pas beaucoup qui changent à court terme. La Belgique de demain sera... Pour moi, ce sera peut-être l'histoire. Hein. La Belgique de demain, ce sera peut-être l'histoire. Mais bon, sinon, j'espère que la Belgique sera mieux qu'aujourd'hui, qu'il y aura moins de criminalité, surtout moins de terrorisme, qu'il y a plus de convivialité. Espérons-le. Dominique Lotens, merci pour votre confiance et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vous que je remercie. Bedankt. Dank u wel. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre émission. À la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis.